Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais parce que j'ai pas fait de live particulier qui méritait d'avoir un replay sur YouTube. Et cette fois, c'est le mensuel live des sorties poche. Voilà, donc sortie poche de novembre, bien évidemment. Oui, ouais, non, c'est bon, c'est pas trop tôt, ça va, on est le 22. Comme d'habitude, je suis en live avec les copines et les copains. Pour une fois, pour une fois, il y a des mecs. Ça change un peu. Et du coup, je vous propose d'attaquer immédiatement. Toujours pas. Ouais, alors bon, toujours pareil. Le petit disclaimer pour dire que c'est ma sélection personnelle. Ce sont des livres soit qui me font envie, soit, en l'occurrence pour les poches, que j'ai aimé, que je vous recommande, ou que je pense que vous pourriez aimer. Voilà, en gros. Donc, liste non exhaustive, évidemment, et très subjective. J'ai toujours, voilà, je vous montre toujours les petites statistiques. Et donc là, oui, c'est un petit peu dominé par les polars et les thrillers, on va pas se mentir. Mais d'un côté, ça tombe bien, hein, puisque novembre, c'est le mois du thriller dans la commu de Séverine. Il est bien ce livre, hein, avec le Black November. Donc, du coup, on est bien, on est pas mal pour le mois du thriller. Et puis quelques mangas dans le lot aussi. Parce que je mets toujours des mangas dans les sorties poches. Hein, on est un peu dans les mêmes ordres de prix. Voilà, le but des sorties poches, c'est surtout de vous montrer ce qui est à petit prix. Donc des fois, il y a du direct en poche. Donc il peut y avoir de l'inédit. Et je vous mets ça ici. Allez, on attaque tout de suite avec donc le premier qui est un thriller young adult. En l'occurrence, il s'agit de The Butterfly Assassin, je sais pas, de Finn Langman, que j'ai en grand format, mais que je n'ai pas lu. En fait, il me fait un petit peu peur, ce livre. Je crois que je l'avais un petit peu acheté sur un coup de tête, parce que la couverture était très belle. En fait, il y a un carton, il y a une couverture cartonnée avec un trou, et derrière, il y a le dessin du papillon. Voilà, il y a le dessin, il y a un dessin en fait, et le trou à la forme du papillon. Voilà, très précisément, c'est ça. Et je trouvais la couverture très belle, et je sais pas, le titre comme ça m'a hypé. En plus, c'est marrant parce que je connaissais pas du tout l'auteurice, qui en l'occurrence, voilà, j'ai découvert après coup que c'était une personne non binaire et handicapée aussi. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah tiens, ça fait un peu de représentativité, et j'ai pas du tout fait gaffe quand je l'ai pris. Mais tant mieux. Et donc, dans ce thriller, en fait, on va suivre une adolescente qui s'appelle Isabelle. Isabelle, elle a fait partie d'un espèce de programme secret. Alors, on est un peu dans du thriller espionnage, hein. Elle a fait partie d'un programme secret pour mineurs qui a fait d'elle une tueuse. Et en fait, le truc, c'est qu'elle va réussir, je crois, à se sortir de ce truc, et elle a envie de redevenir une personne lambda, hein, de se fondre dans la masse. Et pour ça, en fait, elle va s'enfuir de chez elle, et elle va prendre une nouvelle identité, voilà, pour échapper un peu à son passé. Et donc voilà, enfin, elle a l'espoir de se sortir de tout ça, mais sauf que, évidemment, elle va être un peu... elle va être recherchée, hein, bien évidemment, et peut-être même qu'on va vouloir sa mort. Voilà. Bon, moi, ça me faisait un petit peu peur en vrai, parce que je suis pas très fan des trucs d'espionnage, machin, là, des trucs voilà, comment dire, programme secret, je sais pas quoi, là, je sais pas. Ça peut être top, comme ça peut être peut-être too much. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Ouais, et ouais, là, c'est ça, là, c'est une couverture en trompe-l'œil, exactement. Sauf qu'il y a, voilà, avec une tête de mort, en fait. Il me semble que c'est derrière, c'est une tête de mort. Je sais plus, c'est con, je l'ai pas là, mais il est dans ma bibliothèque. J'aurais dû penser à le prendre pour vous montrer, mais c'est pas grave.
Mais voilà, ben, je sais pas, peut-être que je le tire. En plus, je pense aussi que je l'ai pris par rapport au titre, parce que défi lecture, il y a une catégorie avec, il faut le nom d'un insecte dans le titre. Et j'ai pas grand-chose avec le nom d'un insecte dans le titre, on va pas se mentir. Du coup, voilà. J'ai ça. Peut-être je le lirai. On verra. Ça aurait pu, tiens, ça aurait pu peut-être passer. Je sais pas s'il y a des titres. Ça aurait pu passer pour le Black November, peut-être. Bon, bref. Voilà pour celui-ci. Qui sortira, j'ai oublié de préciser, qui sortira chez Phibs, hein, donc qui est une collection de Brajolone. Le 2 novembre, il va y avoir la grosse vague de sortie, ça va être le 2 novembre. Hein. Donc toujours le 2 novembre sortira le cercueil de Job de Lance Weller, je suppose, chez Gallmeister dans leur collection Totem. Et donc là, on est avec un roman historique sur fond d'esclavage et de guerre de sécession. Ça va être très joyeux ça. Donc on est en pleine guerre de sécession et on va suivre Belle Hood, qui est une jeune esclave noire en fuite. Voilà, elle a réussi à s'échapper et elle espère gagner le nord en s'orientant grâce aux étoiles. Mais évidemment, elle va être recherchée. Décidément, on est, on est sur une thématique fuite, recherche, danger de mort. Hein, voilà, pour les 2 premiers, là, c'est sympa. Et donc, en parallèle, on va suivre aussi Jérémia, qui en fait, qui est un soldat, hein, voilà, qui participe à la guerre de sécession, mais dans les rangs confédérés. Donc je rappelle que les confédérés, c'était les sudistes, et donc c'était ceux qui étaient pro-esclavage. Donc on nous dit plus par hasard que par conviction. Il va sortir de cette guerre mutilé, et il va un peu partir à la recherche d'une rédemption voilà, pour les crimes dont... Alors, pas ceux qu'il a commis visiblement, mais ceux dont il a été témoin, parce que j'imagine bien que côté confédéré, ça devait pas être très sympathique. Et voilà, donc intéressant de suivre ces 2 parcours comme ça, un peu mis en parallèle. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, celui-ci. Il était en grand format chez Toussaint l'Ouverture. Ah ouais? Ah, là, c'est Gallmeister, donc je sais pas, je te laisse checker éventuellement, Karine. Ouais, j'avoue que la thématique m'intéresse pas mal aussi. Ah, date d'anniversaire de ta mère, ok. Ça veut dire quoi, aimer? Ah oui, j'avais pas vu la phrase du dessus. Ça te fait penser à ils savent tout de vous. Ah, ils savent tout de vous, ok. Ok. Non, apparemment c'était bien chez Gallmeister. Ouais, franchement la couverture est très belle. Bon alors c'est vrai que les couvertures de Totem sont en général très belles, mais il y en a qui sont plus belles que d'autres quand même. Hein. Celle-là, elle est particulièrement belle. Avec ces espèces de guêpes là. Donc voilà pour celui-ci qui sortira donc chez Gallmeister dans leur collection Totem le 2 novembre. Et toujours le 2 novembre, ça fait aussi penser à Monsieur Toussaint l'Ouverture en l'occurrence. Mais c'est 10-18, donc sortira Le Crime Parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot, qui est une autrice française, contrairement à ce que le titre indique. Et en fait, Bénédicte Jourgeot, alors, je sais pas si c'est du cosy mystery, hein, attention, donc on va rester sur le fait que ce soit du polar. Je vais pas me mouiller là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'autrice a décidé de mettre Agatha Christie comme personnage principal de son roman. Donc on est en 1926. Agatha Christie disparaît, voilà, pendant une dizaine de jours. Parce que sa mère est décédée 2 mois plus tôt. Et en fait, Agatha Christie a décidé tout simplement de quitter l'Angleterre pour la Turquie. Merci Safaya 6, merci Safaya, pourquoi je dis Safaya 6 du coup, c'est ton pseudo, mais merci Safaya pour le suivi et bienvenue ici au passage, c'est cool. C'est vrai qu'on a papoté
on s'est croisés sur les lives de Sèvres, on a papoté quelques fois. Ouais, c'est clair, hein, Ziggy Pop, hein, on dirait trop les couves de Blackwater, je suis d'accord, c'est un truc de fou, quoi. Alors bon, après, je sais pas comment elle est physiquement, cette couverture. Et donc voilà, donc Agatha Christie part en Turquie, et elle va se retrouver au centre d'une énigme policière. Il y a 2 meurtres qui ont été commis, et Agatha Christie va mener l'enquête. Donc on nous dit à la fois autour des recherches infructueuses du commissaire Cradock à Athènes, et en même temps sur une autre enquête, elle est en parallèle sur une autre enquête aussi, pour la même chose, hein, en fait, puisqu'il y a deux morts. Et l'autre, c'est le professeur Freud, on nous dit, en Angleterre. Voilà, alors j'ai l'impression qu'il y a tout un... C'est très méta, hein. J'ai l'impression que c'est très méta, attention, parce qu'on nous dit que il n'y a pas que Agatha Christie qui enquête, il y a aussi ses personnages. Freud, il est là visiblement pour un peu psychanalyser la romancière. Voilà, donc il y a un truc assez méta. C'est Eva, mon prénom, Safaya. Voilà, il y a un truc assez méta dans ce roman. Alors, je sais pas, moi, j'aime pas du tout la psychanalyse et je déteste Freud. Donc, du coup, je sais pas trop si ça sera pour moi par rapport à ça. Après, j'aimais beaucoup l'idée de mettre Agatha Christie comme héroïne du roman, comme enquêtrice. Hein. Voilà, donc je sais pas. Je l'ai mis parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans d'Agatha Christie et puis j'en fais partie. Hein, donc... je me suis dit que ça intéresserait sans doute du monde. Ouais, je suis assez d'accord, Karine. Je suis assez d'accord. C'est pas parce que y a Agatha Christie ou Sherlock Holmes dans le titre que ça veut dire que c'est bien. Hein. Voilà, des fois il faut se méfier aussi. Mais bon, je sais que ce genre de truc doit marcher, quoi, dans tous les cas. Ensuite, on est toujours le 2 novembre et on retourne chez Gallmeister dans leur collection Totem avec Les gens des collines de Chris Offutt. Pas sûr de la prononciation, mais on va dire ça. Et donc là, on va suivre un enquêteur qui s'appelle Mick, qui en fait visiblement a été, alors on ne sait pas trop comment, dans quelles circonstances et tout ça, mais qui visiblement a été quitté par sa femme. Il va revenir au Kentucky, qui est son état natal. Il va s'enfermer dans la cabane de son grand-père. Mais le truc, c'est qu'il a une sœur qui s'appelle Linda et qui est la première femme shérif du comté. Et qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, et elle va venir un petit peu le secouer et notamment solliciter son aide sur une affaire. Puisque on a retrouvé le cadavre d'une jeune veuve dans les bois. Et le problème, c'est que les gens de ce comté ont tendance à se faire justice eux-mêmes, et donc il faut absolument court-circuiter les rumeurs, en fait, hein, pour pas qu'ils s'en prennent aux mauvais coupables, on va dire, enfin, à la mauvaise personne. Et donc, c'est à Mick et Linda d'enquêter là-dessus. Voilà, ça a l'air intéressant. On comprend qu'on est un peu chez les rednecks, hein. Je sais pas s'il va être question de racisme ou quoi dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il va être question de rednecks qui aiment bien se faire justice eux-mêmes et qui sont pas forcément dans leur bon droit et surtout pas forcément pertinents dans leurs décisions. Voilà. Oui, sans doute, Safaya, sans doute que les couvertures du genre Blackwater sont un peu à la mode, je sais pas. Oui, c'est celui qui a écrit Une nuit à Appalaches, effectivement, Jeanne, t'as raison. Que j'ai pas lu non plus, hein. Mais oui, c'est un auteur... c'est un auteur que les gens aiment bien. Coucou Malo. C'est pas grave. J'espère que tu vas bien. Ça va, j'ai
J'en suis à la 4e sortie, là. Donc voilà pour celui-ci. Il est assez court, hein. Il est assez court, mais ça a l'air intéressant. J'aime bien l'idée, moi. Ça me va pas mal. Ah mince! T'as le Covid. Oh, putain, c'est fou. Autour de moi, là, j'en ai pas mal aussi. J'espère que ça va pas arriver jusqu'à moi. Ouh, je touche du bois. Pas de Covid, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ouais, courage Malo, du coup. Ensuite, donc toujours le 2 novembre. Alors oui, la couve est absolument dégueulasse, on va pas se mentir. Sortira Humanimals de Takahiro Kato aux éditions Pika. Donc c'est un nouveau manga où en fait on est dans un manga horrifique, hein, on va dire de suite. Donc on suit Masato qui est de retour dans sa ville natale après 7 ans d'absence. Il va donner rendez-vous à Hitomi, son ami d'enfance, dans le zoo en fait où ils avaient l'habitude de se promener. Sauf qu'ils vont remarquer que au zoo, les animaux ont un comportement assez étrange et ils deviennent de plus en plus menaçants. Et surtout, leurs visages ont l'air de s'être métamorphosés. Voilà, alors je sais pas si on va être dans un truc un peu genre l'île du docteur Moreau ou une espèce d'évolution chelou. Mais bon, voilà, alors là, ils nous ont fait un espèce de mix, c'est absolument dégueulasse là, je sais pas. Les yeux ont des dents, ils ont un mix entre un visage humain et un visage d'éléphant là. Ah, c'est absolument dégueulasse cette couverture. Pourquoi ils ont choisi ça? Pourquoi ils ont fait ce choix? My God. Voilà, je voulais bien vous trigger un petit peu, hein, désolé. Bref, non, mais je pense que personne va aimer la couve là, hein. Je crois qu'il y a personne qui va dire waouh, trop belle cette couve. Coucou Cindy. J'espère que tu vas bien. Ouais, la couverture est bien dégueu, mais en même temps, c'est voulu, hein. C'est voilà. Mais bon, moi, j'avoue que je suis. Alors, c'est clair que si j'achète ce manga, je vais pas l'exposer dans ma bibliothèque. Ouh, c'est trop beau. Mais j'ai bien. Salut Stéphane. Mais j'ai bien envie de le lire parce que moi, j'aime bien les mangas d'horreur déjà, et puis ouais, truc de mutants, animaux mutants là. J'aime bien. Elle est trop canon cette couve. Bref. Ouais, c'est clair. C'est vrai que là, ouais, je sais pas. Mais en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression que les dessins sont au-delà de ça. Quand on regarde le corps de la nana juste en dessous, là, on sent que le dessin est beau et propre, quoi. Il y a des détails. Je pense que le dessin est bien travaillé, mais là, cette espèce de truc hybride absolument dégueulasse, bon, c'était pas forcément très judicieux. Je suis sûre qu'ils auraient pu faire, franchement, même en faisant un truc horrifique, ils auraient pu faire un truc avec une belle esthétique quand même. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon. Donc voilà, par contre, je sais pas, tous les mangas que j'ai mis là, je sais pas combien de tomes il va y avoir parce que c'est des tomes en cours à chaque fois au Japon, donc j'espère juste qu'il va pas y avoir 15 000 tomes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, toujours le 2 novembre, je vous dis la moitié des livres de la sélection sortent le 2 novembre. Hein. Sortira LX18 de Kamel Benahouda, qui est un auteur français. Donc on est dans de la science-fiction. Alors j'ai oublié de préciser que c'était Young Adult. Mais voilà, oui, je le mets d'habitude, je mets Young Adult, j'ai oublié de le préciser, mais c'est du Young Adult. Hein. Donc là, en fait, on va suivre LX18, voilà, qui est un soldat et le fruit d'un traitement génétique et hormonal l'a privé de toute émotion. Voilà. On appelle ça donc un altéré dans cet univers. Alors, je ne sais pas si on est dans un univers dystopique, juste dans un futur proche, je ne sais pas. Donc, les altérés ne connaissent que la guerre. Voilà, ils sont là pour ça, ils sont là pour être soldats. Jusqu'au jour où il va y avoir des négociations de paix qui vont aboutir. La paix arrive enfin dans leur univers. Hein.
Du coup, les altérés sont complètement inutiles, puisqu'ils n'étaient là que pour se battre. Et donc, ils vont être envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. Et donc, Alix 18 va se retrouver parachuté en seconde, en seconde au lycée, donc avec des camarades de classe. Et voilà, on va suivre un peu. On est dans un truc un peu inverse là d'habitude, c'est-à-dire, voilà, là, on est dans un. On bascule de la dystopie au monde réel, hein, finalement, plus ou moins. Voilà, donc moi, ça m'intrigue. Après, bon, je pense pas que je l'achèterai, mais j'aime bien l'idée. Ouais, bonne question, Ziggy. Je- Visiblement, oui. A priori, c'est un one-shot, hein, puisqu'il est écrit nulle part que c'est un tome 1. Mais bon, des fois, ça veut rien dire, parce que combien de fois j'ai lu... Bah tiens, The Butterfly Assassin, par exemple, le tout premier que je vous ai montré, c'est un tome 1, et c'était écrit nulle part, mais là, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir, quoi. Voilà, donc c'est chiant quand c'est comme ça, hein. Oui, je suis d'accord, Natacha, la couverture est pas très belle aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on va pas se mentir. Mm. Voilà, pourquoi ça parle de Enki Bilal? Il n'a pas écrit Norman n'a pas de pouvoir? Ah, je sais pas. Je connais pas cet auteur, donc je sais pas. Voilà, ils ont gardé la même couverture que le grand format. Ok. Donc voilà pour celui-ci qui sortira chez Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. Toujours le 2 sortira Rentre avant la nuit de Lisa Jewell chez Hauteville, mais dans leur collection poche donc. Voilà, donc ça tombe bien, hein, puisque novembre, on a mis Lisa Jewell à l'honneur dans Des Gommes Tapal. D'ailleurs, quand j'y pense, il y a un nouveau Lisa Jewell aussi qui sort en grand format, mais je pourrais pas vous le mettre parce que je ne mets pas les tomes 2 et c'est exceptionnellement un tome 2. Lisa Jewell d'habitude ne fait que des one-shots. Mais là, elle fait un tome 2. Mais voilà, faudra que je l'évoque, je sais pas. Mais c'est vrai que je mets jamais les tomes 2. Je ne mets que des tomes 1 et les one-shots. Donc, Rentre avant la nuit, que moi j'ai déjà lu. Honnêtement, j'avais pas été de ouf. On va pas se mentir. Mais bon, je le mets parce que c'est Lisa Jewell. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette autrice. Donc, dans cette histoire, il va y avoir une double disparition. En fait, c'est Tallulah et son petit ami, je sais plus comment il s'appelle. On le met même pas, genre Osef, mais c'est pas grave. Tallulah et son petit ami, donc qui ont 19 ans, qui disparaissent sans laisser de traces. Et le truc, c'est que on va suivre donc la mère de Tallulah qui est persuadée que Tallulah et son petit ami n'ont pas fui, tout simplement parce qu'ils avaient un enfant et que l'enfant est là. Donc il a été confié à sa grand-mère alors que Tallulah était sortie. Et sa mère sait qu'elle ne serait jamais partie sans laisser en laissant son fils, évidemment. Et donc on va suivre. Putain, mais comment elle s'appelle aussi la mère? C'est pareil, ils ne mettent pas le prénom. Et moi je suis nulle en prénom, j'ai complètement oublié. Bref. Donc on va suivre la mère qui va chercher des réponses. Et en parallèle, on suit une autre jeune femme qui s'appelle Sophie. Enfin, jeune femme. J'aime bien une autre jeune femme. Non, c'est pas des jeunes femmes. En vrai, elles sont plutôt... Enfin, la mère déjà est plutôt d'âge mûr. Et Sophie, je sais pas du tout quel âge elle a. Toujours est-il que Sophie s'installe dans la ville donc, où Tallulah a disparu. Et il se trouve que c'est la compagne du directeur du pensionnat où Tallulah était élève. Voilà. Et un jour, Sophie va trouver dans son jardin, dans son nouveau jardin du coup, un carton punaisé sur la clôture qui porte l'inscription creusée ici. Et donc, elle va découvrir quelque chose qui va l'emmener sur un jeu de piste qui va être lié à cette affaire de disparition. Voilà. Et donc,
Après, moi, voilà, ça se lit bien, il n'y a pas de souci, mais après, moi, je trouvais qu'il y avait trop d'invraisemblance. Lisa Jewell, c'est vraiment ça passe ou ça casse, hein. Des fois, voilà, je trouve que c'est le récit est crédible, et des fois, je trouve que c'est vraiment too much, et là, c'était too much pour moi, hein. Voilà. Toi, t'as adoré Safaya? Je remonte un peu vos... Merci Karine, hein, de remettre à chaque fois les titres. Ouais, comme toi, je l'avais lu aussi. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé celui-là. Mon préféré, ça restera Ils sont chez nous. Et justement, ça tombe bien parce que c'est la suite de Ils sont chez nous qui va sortir là, en novembre, en grand format. Ben voilà, comme je viens de dire, mon préféré, moi, c'est Ils sont chez nous. Parce que il y a une thématique de secte et vraiment une thématique un peu d'emprise, etc. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien. C'était très bien amené. Enfin voilà, je trouvais que celui-là, il était original par rapport aux autres qui ont des thématiques plutôt classiques finalement. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, mais à chaque fois, c'est assez classique. Ils sont chez nous, c'était vachement bien. Et du coup, j'ai trop hâte de lire la suite. De retrouver peut-être certains personnages. Ouais, bah après, moi, je suis difficile sur certains trucs. Autant des fois, il y a des invraisemblances, ça passe. Autant des fois... Puis surtout, j'étais un peu déçue parce qu'il y a une relation que j'aimais bien dans l'histoire et qui tourne un peu au vinaigre. Et du coup, je suis pas sûre que le message qui en sorte soit bien. Donc voilà. Coucou Adeline, j'espère que tu vas bien. Quelle est la différence? Ouais, moi aussi, franchement, moi je suis difficile aussi dans les thrillers domestiques. Je vais facilement vers des thrillers domestiques, mais franchement, 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4, je suis déçue. C'est rare qu'il y ait des thrillers domestiques qui me fassent kiffer. Mais le truc, c'est que quand des thrillers domestiques me font kiffer, ils me font vraiment kiffer. Et à chaque fois, j'ai envie de retrouver ça, mais malheureusement, c'est super dur, hein. C'est rare les très bons thrillers domestiques, hein. Ben, c'est le moment d'essayer, Adeline. D'ailleurs, ils sont chez nous, tu pourrais aimer Adeline, hein, je pense. Truc de secte, ça devrait te plaire. Allez, ensuite. Donc, ça y est, on est parti, on a quitté le 2 novembre. On passe au 8 novembre. Alors, je vous ai mis le titre parce que, je sais pas, j'ai cherché partout et à chaque fois, toutes les couvertures, c'était toujours ça. Il n'y avait pas de titre dessus. On dirait une planche de la BD, mais c'est trop bizarre. Donc, c'est Chronique de l'île de l'éphémère d'Evergreen Ye, qui est une autrice taïwanaise ou un auteur. Je sens que c'est une femme, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Donc de Taïwan. Alors, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup le sujet. Après, je me méfie de cette collection, la Nazca, enfin de cette maison d'édition. Parce qu'à chaque fois, je l'aimais plus maintenant, quasiment plus. Parce qu'à chaque fois, je retrouve un mois sur l'autre le même... la même BD, manga, enfin c'est un peu, ça ressemble plus à un manga, hein, mais qui ressort à chaque fois. Je sais pas, ils repoussent toujours leur sortie en fait. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Du coup voilà, voilà, c'est marqué là, sorti le 8 novembre, mais je vous garantis pas que ça sortira le 8 novembre. Mais bon, je l'ai mis parce que ça m'avait l'air très joli celui-ci en l'occurrence. Donc, on est dans un futur proche. Ouais, j'ai mis contemporain, mais en fait, c'est plus de l'ASF, hein, parce qu'on est dans un futur très proche. Et après, je trouvais que ça faisait très... enfin voilà, ça faisait très notre monde actuel, en fait, hein. Mais bon, ouais, c'est plus de l'ASF quand même, hein. J'ai un peu mal jaugé le truc, mais c'est pas grave. On est dans un futur proche, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi je vous ai mis contemporain. On est vraiment dans un truc un peu dystopique. Je sais pas, je me suis trompée. Et désolée, autant pour moi. De toute façon, il faut toujours que je fasse une couille quelque part, moi. À tous les cas, je pense que j'ai pas dû relire la quatrième de couve avant de marquer contemporain. Bon, c'est de la SF, hein. C'est de la SF. Donc, en fait, on a des gens. Et les gens se. En fait, les écosystèmes de la Terre s'effondrent. Voilà.
Et le territoire est divisé en cités-états et en petites îles. Et donc, les gens vont tous s'installer là-bas. Malheureusement, voilà, c'est un peu un genre de survival qui s'installe. Hein, voilà, donc il y a des animaux et les plantes qui servent de monnaie d'échange. Et en fait, on va suivre un peu voilà, la vie de ce monde via 3 personnages féminins. Et donc 3 chapitres, en fait, qui chacun vont suivre un personnage féminin là-dedans. Voilà. Et apparemment, ça va être adapté en film d'animation, de ce que j'ai compris. Et ce qui est marrant, c'est que c'est taïwanais, mais ça a quand même reçu la médaille de bronze du prix international du manga au Japon. Voilà. Donc vous savez tout. Mais oui, c'est de la SF, je sais pas pourquoi j'ai mis contemporain. Bon, bref. Des fois, je fais un peu n'importe quoi. Tous mes secrets, oui, je l'ai lu, tous mes secrets. Il y a des trucs qui m'ont gêné dedans. Ça se lit bien, mais il y a des trucs qui m'ont gêné dans tous mes secrets. Il y a des trucs que j'ai trouvé un peu problématiques dedans. Bon, après c'est moi, mon œil féministe, tout ça. Ensuite, non, même pas coréen, Ronald. Les mangas, c'est uniquement japonais. Hein. Les BD coréennes s'appellent des manhwas. Voilà. Les mangas, c'est que japonais. Alors après, c'est vrai que on utilise souvent le terme pour définir des BD qui ont les mêmes codes graphiques en fait que les mangas. Hein. Il y a des mangas français par exemple parce qu'ils utilisent vraiment les mêmes codes graphiques. Mais à la base, voilà, le manga c'est japonais par... Oh t'inquiète Ronald, mais je voulais juste corriger parce que les Coréens c'est des manhwas. Voilà. Et même les Chinois c'est des manhwas aussi, mais ça s'écrit pas pareil. Bref, il y a chaque pays a son truc. Par contre, pour les Taïwanais, je ne sais pas. Et en plus, j'ai fait une faute. Je viens de voir que j'avais fait une faute. Il n'y a rien qui va. Hein. Il n'y a rien qui va. Bref. Bon, désolé. J'écris Taïwanais. C'est dire là, quand j'ai fait cette slide là, j'étais fatiguée. Hein. Bref, allez, je passe à la suite parce que j'ai honte. Donc... Toujours le 8 sortira Friends, Mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry. Donc c'est une autobiographie de l'un des acteurs principaux de la série Friends que vous devez forcément connaître, où il va nous raconter en fait un peu toutes ces péripéties durant le tournage de cette série où malgré l'image qu'on a justement de cette bande de potes qui se kiffaient tous, qui devaient rire sur les tournages, etc., en fait, c'était pas si bien que ça. Donc, il nous raconte notamment ses problèmes, son addiction à la drogue. Hein, voilà, il a fait des cures de désintox, des séjours à l'hôpital, etc. Voilà, il nous raconte un peu, il nous raconte aussi son enfance. Hein, il nous raconte pas que le tournage de Friends, mais ça en fait partie évidemment. Et voilà, avec visiblement pas mal d'humour aussi, mais certainement beaucoup de moments très tragiques. Ouais, c'est ça, Adeline, il a toujours été torturé. Je sais que voilà, ça s'est pas forcément bien passé, même l'après, il a pas été très comment dire, très soutenu par ses camarades de tournage, à part Liza Kudrow, hein, l'actrice de Phoebe. Donc lui, c'était l'acteur de Chandler. Hein. Moi j'adore Friends. J'ai toujours adoré Friends. Après, évidemment qu'avec mon œil de maintenant, je vois tous les trucs qui sont problématiques dedans, hein, évidemment. Mais voilà, ça reste une série culte de mon adolescence.
Et j'ai tellement de références en fait sans arrêt à Friends, même dans la vie de tous les jours. Ah tiens, ça c'est comme dans l'épisode de Friends ou machin. Enfin, il y a tellement de trucs parce qu'ils ont abordé tellement de choses en 10 saisons. Ils ont tout fait en fait. Donc c'est vrai que voilà. Mais ouais, c'est vrai, Adeline. Ouais, moi aussi, c'est une série tout douce. Ça fait un moment que je l'ai pas regardé parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que ouais, c'était une série doudou. Voilà, pareil, c'est clair, c'est culte. C'est culte. Voilà. Mais ouais, c'est sûr. Bon non, mais c'est pas une question de se poser des questions. C'est que, bah oui, on le sait, hein, maintenant qu'il y avait plein de trucs, problématiques. Mais il n'empêche que c'était génial. C'était génial. Donc voilà. Une BD coréenne qui s'appelle Intraitable. Oui, c'est pas toi qui m'en avais parlé. Je crois qu'elle est dans ma wishlist. Il me semble, ça me parle. Ça me parle. Je pense que tu m'en avais parlé déjà. Bof cette série. Ouais, mais toi, c'est pas ta génération, Laurence. C'est pour ça aussi. C'est pas ta génération. C'est vraiment Friends, c'est vraiment générationnel. Je sais que voilà, je sais que mes parents auraient pas aimé et je sais que les jeunes de maintenant, ils aimeraient pas quoi. Clairement. Clairement, c'est totalement générationnel. Comme le Club Dorothée, comme voilà. Coucou Silou, j'espère que tu vas bien. Donc clairement, c'est pas ta génération, Laurence, donc oui. Allez, je passe à la suite. Donc ça sortira chez J'ai lu, j'ai oublié de préciser. Voilà. À toi, t'aimes bien, Michel. Comme quoi. Après, heureusement que toutes les générations peuvent aimer. Mais c'est vrai que voilà, ça s'inscrit quand même dans une certaine époque. On va pas se mentir. Ah ouais, tes enfants adorent. Comme quoi. Mais je sais que la génération Z n'aime pas Friends, hein, d'une façon générale. Souvent, on dit souvent que c'est un truc de millennials, comme Harry Potter, comme d'autres choses comme ça, que les jeunes d'aujourd'hui vous nous faites chier avec ces trucs-là, quoi. Vous nous faites chier avec ces conneries. Ouais. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu prends ça comme une insulte, Laurence? C'est pas une insulte, c'est une vérité. C'est normal que ça te parle moins, voilà. Parce que, parce que c'est une question de génération, quoi, c'est tout, hein. Ça veut pas dire que tous les gens de ton âge vont détester Friends, mais ça veut simplement dire que, bah, du coup, ouais, vous êtes moins susceptible d'aimer, quoi, c'est tout. Allez, ensuite. Alors, on passe à un manga. C'est le seul qui me hype, celui-ci. Mother Parasite de Sato Hirohisa, qui sortira le 8 novembre chez Mangetsu. En plus, j'aime bien cette maison d'édition, puisque c'est eux qui publient tous les Junji Ito. Alors forcément, je les aime bien. Et donc là, on est dans un thriller, en l'occurrence, où on suit donc une mère et son fils, donc c'est Sanae et son fils Ryota, qui sont plutôt fusionnels. Mais pourtant, Sanae donne constamment l'impression de chercher l'approbation de son enfant, comme si elle avait peur de le contrarier, en fait. Et on suit en parallèle, on suit, on ne sait pas son prénom. Pourquoi on ne sait pas son prénom? On suit une autre maman. C'est la mère de Kaoru. Kaoru, c'est un camarade de classe de Ryota. Et elle, en fait, elle se morfond chez elle parce qu'elle est assez inquiète à chaque fois que son fils quitte la maison. Voilà, toujours... c'est un peu une mère poule. Et Ryota, lui, il est un peu intrigué par la mère de Kaoru, en fait, par cette mère un peu exemplaire, voilà, et donc il va un peu l'observer de près, donc
On ne sait pas exactement voilà, quelle est l'histoire, mais on comprend qu'il y a un espèce de truc un peu bizarre chez Ryota, hein, visiblement, puisque sa propre mère a l'air d'avoir peur de lui. Et donc on nous dit, voilà, on nous dit que c'est un thriller psychologique où manipulation, folie et liens familiaux sont les maîtres mots. Bon voilà, moi ça me... Truc de famille, là, ça m'intrigue pas mal. Je sais pas combien de tomes sont prévus. Je sais pas du tout. C'est le problème, voilà, c'est le problème quand on sait pas, c'est chiant parce que voilà, j'espère que ça va pas être une série trop longue. Coucou Nelly. Mais ouais, celui-là, je pense que je l'achèterai. En plus, tiens, ça peut aller dans le Black November, hein, parce que on a le droit de lire, des graphiques aussi dans le Black November. Ça pourrait aller dans les liens intrafamiliaux. Voilà. Ça marche carrément. Donc en plus il sort pile, je crois qu'il sort pile la semaine où il y a, il y a cette thématique là, donc ça tombe bien. On va aller l'acheter, on va le lire. Ouais. Donc là il me tarde sur ce. Franchement c'est celui qui me hype le plus dans ma sélection en vrai. Et c'est le seul je pense que je vais acheter très certainement. Voilà. Ensuite. Toujours le 8 sortira, alors je ne l'ai pas précisé évidemment, mais c'est une version collector de Pachinko de Min Jin Lee. Alors j'ai pas l'habitude de mettre les collectors, mais là, je sais pas, je me dis comme il n'y avait pas beaucoup de sorties, je me suis dit que ça coûtait rien de le mettre. Voilà. Donc version collector, alors je suppose quand on voit la couverture que ça va être tout bien doré là, tout brillant. Donc pour rappel, Pachinko, c'est une histoire, c'est une saga familiale hein, où on va suivre donc une famille sur plusieurs générations et sur plusieurs décennies au Japon, mais c'est une famille en Corée puis au Japon, mais c'est une famille coréenne que l'on suit, hein, puisque donc ça va parler notamment de la colonisation de la Corée par le Japon. Et du fait que le Japon ait fait venir beaucoup de travailleurs coréens, beaucoup de personnes coréennes pour venir faire les basses besognes au Japon. Je pense que ça vous rappelle quelque chose, hein, voilà, parce que nous aussi hein, en France on a eu ça. Et puis bien évidemment, comme en France, il va y avoir du racisme. Ah bon, enfin là, c'est pas rendu racisme parce qu'on est sur la même ethnie, mais en tout cas de la xénophobie hein, des Japonais envers les Coréens, alors que c'est eux qui les ont colonisés et les ont fait venir. Hein, voilà, c'est un classique. On connaît ça, nous les Français, voilà. Mais du coup, voilà, très, moi j'ai adoré, hein, moi je l'ai lu, hein, Pachinko, j'ai adoré. Vraiment, je pense qu'on apprend énormément de choses sur l'histoire de la Corée et du Japon, hein, de la relation entre ces deux pays. C'était extrêmement intéressant et puis c'est passionnant voilà, de suivre tous ces personnages aussi. Et voilà. Ouais, après je sais que la famille Anne, de la même autrice, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans la même thématique. Et puis c'était un premier roman, donc... Ah d'accord, un petit cadeau pour ta nièce. Hop. Voilà, voilà. Moi je l'ai en format poche. J'avais acheté en format poche, mais... Il était déjà très beau. Hein. De base, il est déjà très beau. Bonne nuit, Oriana. Merci d'être venue. Merci et encore merci pour le petit cadeau, évidemment. Pour les petits cadeaux, même. Bonne nuit. Bon courage pour le boulot demain. Ensuite, allez, on passe au 9. On passe au 9 novembre. Sortira Capitaine Vertu de Lucie Taïeb chez Pocket. Alors, j'en avais pas du tout entendu parler de celui-là. Je l'ai pas vu passer à sa sortie. C'est peut-être le seul dans cette sélection d'ailleurs. Mais ça a l'air assez intéressant puisqu'en fait on suit une jeune femme une femme, sûr qu'elle soit très jeune, une femme, Laure,
Laure Vertu, ouais, Vertu c'est son nom de famille en fait, mais bon, c'est parce que le jeu de mots est pas anodin. Laure qui est capitaine de police depuis plus de 10 ans, c'est une enquêtrice hors pair, mais elle va décider du jour au lendemain de démissionner brutalement, sans donner aucune raison. Et en fait, ce geste, ça va être le premier geste d'une longue série de refus de la part de cette femme, en fait, par rapport à ce monde. En fait, voilà, elle n'en peut plus de vivre dans ce monde violent. Elle n'en peut plus de faire des compromis, elle n'en peut plus, voilà, de se soumettre à la société telle qu'elle est. Et donc, en gros, voilà, elle décide de dire fuck, quoi. Et du coup, voilà, elle va un peu se retirer loin de tout. Et en fait, on va un petit peu plonger visiblement dans son passé et donc dans l'explication du pourquoi, du comment. Et voilà, je sais pas si c'est féministe ou quoi, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant, cette introspection, hein, finalement, dans la tête d'une femme qui a été flic, donc qui était vraiment justement au cœur de la société et qui, d'un coup, du jour au lendemain, décide d'abandonner tout ça avec conviction. Voilà. Ouais, c'est parce que c'est la balance de la justice, tout ça. Enfin, c'est la justice hein, personnifiée, là. Mais c'est vrai que la couverture est assez classe, je trouve. J'aime bien cette couverture. Je sais pas si je regarde le grand format. Tiens, je vais voir si le... Je peux pas regarder la couverture du grand format, mais je sais pas si ça va plus me parler. Oh, putain, le temps que ça s'affiche, c'est un truc de fou. Hein. Déjà, quand je stream, ça rame. Mais alors, quand j'enregistre en plus, c'est... Ah ouais, non, ça me parle pas du tout. Ah, mais parce que c'était une petite maison d'édition. C'était chez Logre. Et là, ça sort chez Pocket. Ouais, la couverture... Alors, c'était le même dessin, mais c'était... C'est pas représenté pareil. C'était un peu moche. La couverture poche est beaucoup plus belle, pour le coup. Bref. Bisous Margot, bonne nuit. Merci d'être venue. Ouais, moi ça me parlait pas du tout, même l'autrice me parlait pas. Voilà, oui, c'est la justice. Voilà pour celui-ci. En tout cas, ça m'a l'air intéressant. Ouais, il m'intrigue pas mal celui-ci. Ensuite, donc toujours le 9 novembre et toujours chez Pocket, là je crois qu'on a une série de Pocket là, sortira Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss, donc c'est le tome 1 qui va sortir en poche. Alors c'était un nouveau concept qui avait lancé, alors attendez, c'était chez qui déjà? Je sais plus. C'était chez qui? Parce que c'est la maison d'édition ouais, qui avait décidé de lancer ce truc. C'était chez Cherche Midi. Voilà. C'était chez Cherche Midi. Donc oui, voilà, nouveau concept de... Donc en fait, on est... Alors, c'est pas du cozy mystery, c'est du thriller, mais plutôt humoristique et avec une touche de développement personnel. Voilà. On est... Merci Nelly. On est clairement là-dedans. Ah ok Elsa. Ouais, ouais Adeline. Ouais, moi c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu aussi. Donc c'est la série des meurtres zen. Mêlant crime et bien-être. J'aime bien le... Voilà, et donc en fait là on va sur... Alors attendez, putain, ça rame, pardon. Est-ce que ça peut ne plus ramer s'il vous plaît? J'aurais mieux fait de m'abstenir de cliquer sur la version brochée là parce que du coup ça m'a tout cassé. Ça m'a tout cassé. Est-ce que j'ai perdu mon anti-sèche? Ah ça me saoule. Ça va me saouler. Allez. On va relancer, je sais pas. Je sais pas. Désolée pour ce petit contretemps. Toi ça t'intéresse pas?
Moi, je sais pas. C'est un truc ça me tente pas mal et en même temps, ça me fait un peu peur en fait parce que ça peut être vraiment casse-gueule. Ça peut vraiment être casse-gueule, hein, ce genre de truc. Tu reviens après les pubs? Ouais, moi je déteste le développement personnel, hein. Je déteste ça. Après, bon, ça dépend. Là, je suis pas sûre que ça soit du vrai développement personnel, hein. Bon, attendez, ça m'énerve parce que là, je sens que je vais aller chercher ailleurs parce que la page a complètement planté, quoi. Là, ça commence à me saouler. Donc, on va faire autrement. Voilà. Tac. Redire quand même le synopsis. Parce que là, ça me saoule trop. Donc, alors. Est-ce que ça va le faire? Putain. Voilà. Donc, on va suivre Bjorn. Bjorn qui en fait voilà, qui subit un petit peu la pression de sa femme parce que elle en a marre de le voir toujours trop stressé et elle va l'envoyer consulter un coach, donc pour un peu voilà, mettre fin à son stress, à son anxiété et retrouver un peu la paix intérieure. Mais il se trouve que Bjorn en fait il est avocat. Et surtout, il est avocat, en fait, il défend toujours des membres du crime organisé. Et là, en l'occurrence, son principal client, c'est un mafieux qui est très dangereux et très imprévisible. Et donc, forcément, bah oui, forcément, il subit pas mal de pression dans son travail. Et donc, voilà, en suivant son coach, ben, peut-être qu'il va trouver une solution plutôt radicale de mettre fin à son stress. Alors, j'imagine, on ne le dit pas, mais j'imagine qu'il va tuer quelqu'un. Voilà, donc on nous dit thriller contemplatif, désopilant et explosif. Je sais pas comment ça peut être contemplatif et explosif à la fois, mais ok. Et donc c'est un premier tome et on va suivre à chaque fois ce même personnage, hein, Bjorn Dimmel. Je suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille là. Et voilà, apparemment c'est une série qui a connu un gros succès en Allemagne, hein. C'est un auteur allemand, hein, Carsten Duss. Je suis pas sûre de la prononciation non plus. Et apparemment il va y avoir une adaptation sur Netflix. Voilà, pour information. Je sais pas, Cindy, je pense pas. Après voilà, je suis à la fois curieuse et à la fois voilà, je suis pas sûre d'aimer ça. Mais bon, je vous l'ai mis en tout cas. J'aime pas du tout la couverture. Limite, bon, je trouvais pas spécialement, je la trouvais pas spécialement bien non plus, celle du grand format, mais à la limite, c'est peut-être un peu mieux déjà. Bref. De te plaindre et bouge-toi. Oula, alors rien que, enfin, si c'est le titre du livre, rien que ce genre de titre me cringe complètement, tu vois, Babs. Parce que arrête de te plaindre et bouge-toi. Enfin, je sais pas, tu dis pas ça déjà à quelqu'un qui est en dépression et tout. Enfin, c'est ça qui m'énerve avec le développement personnel, c'est que ça tient tellement pas, ça prend tellement pas en compte tous les traumas qu'on peut avoir ou les troubles mentaux ou plein d'autres choses en fait, hein, qui font que ben désolé, on n'est pas bien, ben oui, on peut pas se bouger quoi aussi facilement juste en lisant un livre quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Bref, j'ai déjà eu ce débat plein de fois, mais voilà. Ouais, voilà, n'est-ce pas, hein, Cindy, on est d'accord, hein, putain, le titre quoi. Pff, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Non, là, Jeanne, je parle de ça, mais là, je parlais du livre de Babs. Je parlais du livre de Babs, qu'elle dit, j'ai lu un seul livre sur le développement personnel, et il s'appelle « Arrête de te plaindre et bouge-toi ». Donc, je disais que ce titre, c'était un peu catastrophique. Du dev personnel allemand, ouais, tu m'étonnes, j'imagine le truc, en plus. Bref, ouais, bon, après, je suis pas sûre que ce soit du vrai développement personnel, parce que si le développement personnel, c'est buter des gens, vous vous sentirez mieux, je suis pas sûre...
suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon. Bref, ensuite, on passe à la suite. Donc, on change un peu de style, mais on est toujours chez Pocket. Et toujours le 9 novembre sortira La preuve des contraires de Caitlin Warer. Donc, qui était sorti en poche chez Sonatine, que j'avais lu en SP Net Galet d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. Puisque, donc là, dans cette histoire, en fait, on va suivre, en fait, c'est une histoire de viol, hein, voilà, c'est un homme qui a été violé par un autre homme, il s'appelle Nick. Il a été violé, agressé par un homme avec qui, en fait, il avait un rencard. Il se retrouve aux urgences et, en fait, on va appeler son frère, qui s'appelle Tony, qui vit avec sa femme Julia. Et en fait, donc, ils vont être interrogés, etc. Et donc, on va suivre un petit peu l'enquête pour comprendre, voilà, ce qui s'est passé, etc. Et en fait, ça va beaucoup tourner autour de la honte pour un homme d'avoir été violé, voilà, de tout ce que ça implique, etc. C'était très intéressant. C'était à la fois un thriller domestique et en même temps avec une thématique peut-être un peu engagée autour justement de parce que il y a tout le roman repose aussi sur est-ce qu'il dit la vérité ou pas, voilà, parce que il va y avoir, comme pour les femmes, hein, il va y avoir ce truc de mais attends, t'avais un rencard avec lui et tout ça, t'étonnes pas de ce qui t'arrive, est-ce que machin, enfin voilà, et pourtant il a été agressé aussi, il est aux urgences, mais on va quand même lui dire attends, t'as peut-être mérité ce truc, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment mais ouais, c'était vraiment très intéressant ce livre, j'avais bien aimé. Après, j'en garde pas un souvenir impérissable non plus. Mais voilà, les thématiques étaient intéressantes. Nelly, bon, je suppose que tu ne parles pas de celui-ci. Parce que je vois le truc, il est ultra drôle ce livre. Ouh. Oui, j'imagine que tu parles des meurtres qui font du bien. Ok, donc toi tu l'avais trouvé drôle. Ok, ok. Ah, je le tenterai peut-être un jour. Gounel, on m'en avait offert un, mais pareil, je suis pas de ouf, hein. Enfin, j'ai pas lu, mais c'est pas mon genre de truc. De toute façon, le développement personnel d'une façon générale, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà. Ah, tu l'as lu aussi, Jeanne, La preuve des contraires. T'as bien aimé. Mais ouais, franchement, vraiment thématique assez originale et voilà, c'était bien foutu. J'ai bien aimé. Il y a tout un. On va beaucoup suivre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup suivre Julia aussi, donc la belle-sœur de la victime, hein. Parce qu'il y a tout un truc autour d'elle aussi, hein, que voilà. Évidemment, je ne dis rien pour pas spoiler, mais c'était assez intéressant aussi ce qu'il y avait derrière. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Oui, bien sûr, c'est dénoncé. Bien sûr, oui, c'est totalement dénoncé. Après, de mémoire, alors je me rappelle plus trop de tout. De mémoire, il y avait un petit truc qui m'avait gêné quand même. Mais comme je dis, voilà, j'en garde. Je suis honnête avec vous, j'en garde pas un souvenir impérissable. Et du coup, ouais, je me rappelle pas de tous les détails, mais je me souviens qu'il y avait des trucs qui m'avaient un petit peu gêné dedans. Mais je me souviens plus quoi. Mais de mémoire, c'était quand même. Enfin, je veux dire, voilà, c'était bien parce que on est sur. Ça dénonce un peu la même chose que subissent les femmes, mais là, du point de vue d'un homme qui a été violé. Et un homme gay, hein, voilà, hein, parce il avait donc rendez-vous avec cet autre homme. Mais du coup, voilà, c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Après, voilà, c'est pas non plus engagé de ouf, en mode je vous le recommande chaudement, mais c'était original pour ça. Voilà. Ouais, je me doute, Nelly. Parce que celui-là était pas drôle du tout, là, pour le coup. Voilà pour celui-ci. On passe au 15 novembre. Et là, il va y avoir 2 petits mangas à la suite, tout mignons, tout choupinou. Mais voilà, je les ai mis parce que ça manquait un petit peu de manga.
Mais c'est tout choupi. Donc le premier, c'est Pan Pan Panda, une vie en douceur. Donc, où en fait, on suit le personnage de Panettone, que tout le monde appelle Pan Pan. C'est un panda qui travaille comme gardien, oui, pourquoi, parce que pourquoi pas, à la résidence Kanda. Et en fait, il habite, oui, alors c'est très bizarre dit comme ça, mais il habite avec une petite fille. Non, il faut pas avoir de trucs. Il faut pas avoir l'esprit mal placé. C'est tout mignon. Voilà. Donc il habite avec une petite fille qui s'appelle Praline. Regardez comme elle est trop, elle est trop choupie sur la couverture. Qui prépare des petits plats. J'aime bien parce que les deux mangas d'affilée, là, vous allez voir, c'est un peu le même délire. Et voilà, et donc on va suivre leur vie où ils s'entraident dans les petits soucis du quotidien, tout ça, tout ça. Voilà, bon, c'est vraiment choupi, c'est un petit truc pour les enfants. Hein. Une horreur, Safaya, pourquoi? Pas ça, hein. Tu nous dis, et tu trouveras l'étoile qui est en toi de Gounel, une horreur. Ah ouais, putain, ah ouais. Je te promets, la liberté de Gounel aussi est une horreur. Oh, mais putain. Moi, on m'en avait offert un, mais en fait, c'était une amie qui était un peu, qui est un peu dans le délire médecine parallèle, machin, un truc comme ça. Et bon, voilà, elle m'avait offert un Laurent Gounel, c'était quoi? C'était... C'est pas un de ceux-là. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du titre. Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, c'est le jour où j'ai appris à vivre. Mais bon, quand j'ai vu la thématique et tout, j'ai fait c'est pas pour moi. Alors je l'ai gardé parce que voilà, c'est un cadeau quoi. Mais je l'ai pas lu et je n'ai pas trop envie de lire. Bon bref voilà, donc Pan Pan Panda, trop choupi, un petit panda avec une petite fille qui mange des trucs. Voilà, voilà. Et puis le suivant, c'est un peu le même délire. Donc ça sort, c'est aux éditions Nobi Nobi. Et le suivant, c'est pareil, aussi aux éditions Nobi Nobi, le 15 novembre. C'est les petits encas de Monsieur Matcha. Et donc là, c'est un chat. C'est un chat qui fait la cuisine. Alors bon, ben voilà, hein, la cuisine, je sais, les Japonais, ils aiment bien la cuisine. Hein, c'est leur truc doudou, hein, la cuisine, on va pas se mentir. Donc on suit Monsieur Matcha, qui est un gros chat amateur de sieste, qui tient un café et qui n'ouvre que le soir. Et alors attention, j'avais oublié. Oh putain, tout à l'heure c'était... Non mais Pardon, mais c'est tellement chelou quand tu vois ça d'un autre œil en fait. Mais tout à l'heure c'était un panda avec une petite fille. Et là donc le chat, le monsieur Matcha, il va à la sortie à la sortie des écoles, il accueille une petite écolière du nom de Camille, en attendant que sa mère vienne la récupérer. Et en fait, ben, comme elle arrive à l'heure du goûter, du coup, il lui cuisine des trucs. Alors, dans l'autre, c'était la petite fille qui cuisinait des trucs en panda. Là, c'est le chat qui cuisine des trucs à la petite fille. Mais en gros, je sais pas. J'espère qu'il ne faut pas avoir un truc chelou derrière tout ça. J'ai très peur. C'est les Japonais, des fois. Surtout quand on sait que le truc qui procure le plus de plaisir aux Japonais, c'est la bouffe, c'est au-delà du sexe pour eux, en fait. Du coup, bon, voilà. Niveau non, mais il y a rien, c'est juste un chat et un panda, d'accord? Purée. Connaissant les fantasmes des Japonais, en plus, je peux pas m'empêcher de voir un truc pervers derrière, ça m'énerve. Donc l'auteur, attendez, c'est le même auteur, je suis en train de percuter. Ah oui, c'est le même auteur, Sato Orokura. Sato Orokura. Donc il y a 2 mangas du même auteur. Bon bah voilà, c'est lui, hein, il fait une fixette sur les enfants et les gros animaux. Hein, Bref. Je sais pas s'il fait un truc sale, j'en sais rien, il fait de la bouffe déjà. Il prépare de la bouffe à une petite fille, ok. Bref.
C'est un médoc qui te faisait planer que t'appelais Pampan ou... Oh, purée. C'était un prêtre et sa meilleure amie. Ah oui, dans le Gounel. Ok. Ah, un dragon dans ma cuisine. Oui, je l'avais vu celui-là aussi. Mais oui, moi aussi j'aime bien ces petits, j'aime bien, c'est trop mignon ces mangas-là. En vrai, c'est juste moi qui délire sur le truc, mais en vrai, c'est tout mignon, hein, évidemment. Voilà, c'est ça, faut le lire au premier degré. Ne, ne pas y voir de métaphores cheloues. Voilà, surtout ça. Il a la tête de l'emploi. C'est ça. Putain. Ah la maline, je connais, ouais. Moins fort que le tramadol pour moi, mais... Bref, ensuite... les animaux géants et les petites filles, c'est ça. Il y a un gros décalage avec les commentaires encore, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on est bientôt à la fin. Alors... oh, il y a un gros décalage de ouf. Bon, c'est pas grave. Ouais. Allez, ensuite, on passe à la suite. Donc, on change complètement de style. On est toujours le 15 novembre, sortira La Tour de Doan Bui au livre de poche, que j'ai déjà, moi, personnellement. Mais que je n'ai toujours pas lu. Et donc, en fait, là, on est dans du pur contemporain, en l'occurrence. On est en France. Alors, c'est un auteur franco-vietnamien, hein, Doan Bui. Et donc on est en France, à Paris, en fait, dans le... Alors je pense que c'est dans le 13e, hein, puisqu'on nous dit le Chinatown parisien, pour moi c'est le 13e. Hein. Donc dans une tour des Olympiades. Et on va suivre la famille Truong, j'espère que je prononce bien, qui a fui le Vietnam après la chute de Saigon, et donc qui s'est installé à Paris à la fin des années 70. Et donc c'est Victor, oui, alors ils ont francisé leur prénom, hein, évidemment, comme ça se faisait souvent à cette époque-là. Donc c'est Victor qui doit son prénom à Victor Hugo et sa femme Alice. Donc lui, on nous dit, il chérit l'imparfait du subjonctif, ok, et Alice est fan de Justin Bieber. Ouais, c'est un livre qui a quelques années, hein. Donc ils sont assez âgés, hein, puisque leur fille est déjà quadragénaire. Leur fille s'appelle Anne-Maille. Elle est célibataire et on nous dit elle est obnubilée par les blondes. Alors je sais pas si elle est lesbienne ou si c'est juste parce que elle aime les blondes, je ne sais pas. Et donc en fait on va suivre cette famille dans cette tour. Et on va suivre d'autres personnages de la même tour, en fait, et notamment Ileana, qui est une pianiste roumaine qui est nounou, Virgile, un sans-papier sénégalais qui lit Proust, et Clément, un Sartois, donc département de la Sarthe, hein, qui est un obsédé du grand remplacement, donc on sent venir un peu le truc là, et convaincu, alors, trop drôle, est convaincu d'être la réincarnation du chien de son idole Michel Houellebecq. Voilà, donc c'est un roman choral, alors voilà, un peu, effectivement, un peu humoristique, satirique, hein, visiblement, mais voilà, on nous dit Doan Bui signe le portrait éclaté d'un pays, alors éclaté, pas dans le sens moderne du terme, hein. Ça fait bizarre de dire ça, le portrait éclaté, d'un pays rongé par son histoire coloniale. Voilà, donc ce qui va être intéressant en fait, hein, là-dedans. Mais ouais, moi aussi, ça fait un moment que je veux le lire, hein, ce livre, parce que voilà, évidemment, l'histoire de tous ces personnages très hétéroclites m'intéresse pas mal. Mais voilà, je le lirai peut-être pour un prochain Lisons l'Asie. Donc voilà pour celui-ci. Il a une bonne dizaine d'années, hein, je dirais, ce roman, et il sort seulement maintenant en poche. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais, hein. Ensuite, tu t'étais assoupi, Malo. Tu t'assoupis souvent, j'ai remarqué. Pauvre chien. Ouais, c'est clair. J'avoue, pauvre chien d'avoir Michel Houellebecq comme maître.
et de s'être réincarné surtout de s'être réincarné en obsédé du grand remplacement. Chaud. Allez, je passe à la suite. On passe au 16 novembre. Il reste que 3 livres. En comptant celui-ci. Sortira Le Chalet de Catherine Cooper. Aux éditions, toujours Archipel, mais dans leur collection Archipoche. Donc. Et donc moi je l'ai lu celui-là. Mitigé. Bien, mais pas top. Mais je l'ai mis parce que voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment ce genre de thriller. Donc en fait, dans cette histoire, on est sur 2 temporalités. On est en 1998 où on suit, donc on est dans les Alpes, hein, dans les 2 cas on est dans les Alpes, même si c'est une autrice anglaise. Hein. En 1998, on suit 2 frères, Will et Adam, qui partent en vacances donc dans cette station de ski huppée des Alpes avec leurs petites amies. Et un jour, il y en a un qui va disparaître. Puis, on est en 2020. Donc, on va faire à chaque fois l'alternance entre 1998 et 2020. En 2020, on suit encore 2 couples, pas les mêmes évidemment, qui ont aussi loué dans cette station balnéaire. Et donc, on va se rendre compte... merci Sanoli d'avoir offert un abonnement à Elsa. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très gentil à toi. Et donc ces couples vont se trouver en fait liés à cette histoire de 1998 d'une façon ou d'une autre. Voilà, on va le découvrir petit à petit et on va comprendre petit à petit pourquoi et savoir qu'est-ce qui s'est passé donc en 1998. Voilà, alors j'avoue ça se lit bien, mais pareil, beaucoup d'invraisemblance, on va pas se mentir, beaucoup d'invraisemblance. Beaucoup de facilité scénaristique. Bon, voilà, c'est thriller domestique. C'est toujours compliqué. Hein. C'est difficile de faire des bons thrillers domestiques sans aucune invraisemblance, en fait. Sans aucune facilité. Le chien a la même tête que Welbeck. Ah là là. Ah, je le connais pas celui-là, Le silence de mon père. Ah ouais, il y a vraiment un gros décalage. Je viens seulement d'entendre, parce que Kim il m'écoute, je viens seulement d'entendre le gling de l'abonnement offert. Donc oui, il y a un gros décalage là. Effectivement. Ronald. Donc voilà pour celui-ci. Écoutez, je l'ai mis. Il a une belle couverture. Ils ont gardé la même couverture d'ailleurs. Hein. Mais voilà, après ça se lit bien, hein, ça se lit bien. Si vous aimez les thrillers un peu en vase clos comme ça, dans la station de ski. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 16. Alors là, ça a été un méga coup de cœur celui-ci pour moi. Le premier tome en tout cas sortira donc en poche coup sur coup à la fin, pas coup sur coup, les 2 en même temps. La duologie, donc Killing November et Hunting November d'Adriana Mazer, donc chez PKJ, mais dans leur collection poche, du coup. Pareil, ils ont plusieurs années, hein, ces romans-là, mais ils étaient toujours pas sortis en poche. Alors après, en Young Adult, c'est pas très étonnant, parce que les Young Adult mettent très longtemps à sortir en poche. Mais voilà, donc là on est dans du thriller fantastique, même si c'est pas fantastique dans le sens il va y avoir de la magie ou des trucs comme ça, c'est fantastique dans le sens où on va être dans une école et on va suivre enfin, il va y avoir des trucs qui n'existent pas en vrai, quoi, voilà, dans une école qui n'existe pas et on va avoir une histoire de guerre, de clans, de famille, etc. Il y a des personnages qui n'existent pas, parce que il y a tout un pan historique qui est réécrit en fait, mais évidemment ça n'existe pas. Bref, voilà. C'est pour ça qu'il y a un côté, il y a un petit côté fantasy dedans, mais ça se passe bien dans le monde réel et il n'y a pas de magie ou de quoi que ce soit dedans. Et on est vraiment dans du thriller. En fait, on est dans de la pure Dark Academia. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est tout le côté politique évidemment dedans. Donc en fait, on va suivre dans cette histoire, on va suivre November,
qui, en fait, du jour au lendemain, va se retrouver parachutée dans une école qu'elle ne connaît pas, qui est une école où on apprend à devenir l'élite de la société, en gros. Parce que, en fait, tous les élèves sont des membres de puissantes familles qui sont un peu des éminences grises, en fait, ils se battent aussi pour les grands de ce monde. Voilà. Et en fait, donc November va découvrir qu'il existe des familles, c'est un peu comme Game of Thrones en fait, hein, voilà, des familles qui sont aussi des clans. Euh, et en fait, elle va découvrir qu'elle fait partie de l'un de ces clans. Pourquoi, comment, voilà, donc on va apprendre un peu plus sur la vie de November, elle va découvrir des choses sur sa famille qu'elle ignorait. Et en même temps, on va découvrir un peu cet univers-là. Et franchement, j'avoue, j'avais surkiffé le premier tome. Vraiment. Ah non, moi, j'aime pas les vampires. J'avais surkiffé le premier tome. Je sais pas, un mix entre Harry Potter et Game of Thrones. Mais voilà, je sais pas. J'adorais le personnage de November. J'adorais tous les personnages, en fait. Ils ont tous leur originalité. Ils ont tous leur personnalité, c'était intéressant, c'était prenant, voilà, je dis pas que, attention, moi je dis j'ai surkiffé, je dis pas que ça révolutionne le genre, je dis pas que c'est un truc de ouf, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, loin de là, ça reste du young adulte, hein, je sais pas préciser, mais c'est du young adulte, hein, voilà, mais j'avoue que, ouais, j'étais à fond, ça faisait longtemps, quand j'ai lu Killing November, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant à fond dans un livre, quoi, vraiment, c'est-à-dire à fond au point de ne jamais regarder où j'en étais, parce que souvent, moi, je regarde, j'en suis à combien de la fin, etc. Jamais regarder où j'en étais, de ne pas voir l'heure passer, de vraiment, enfin voilà, vraiment à fond, quoi. Bon, malheureusement, le tome 2 n'est pas dans cette lignée. Il était bien, le tome 2 était sympa, mais c'est pas pareil, on n'est plus dans l'école. Voilà, bon, je veux pas en dire plus, mais voilà, on n'est plus dans l'école. L'histoire est beaucoup moins prenante. On n'a plus l'effet de surprise aussi de découvrir l'univers, etc. Donc vraiment très en dessous le tome 2, hein, c'était très décevant. Quand on a surkiffé le tome 1, qu'on sait qu'il y a un tome 2 derrière, on est contente, mais quand on découvre le tome 2 et que c'est pas à la hauteur, bon, c'est sûr, c'est un peu décevant. Mais n'empêche que je recommande quand même au moins le tome 1. Après, c'est vrai que c'est difficile de dire ne lisez que le tome 1 parce que ben, le tome 2 c'est un peu une suite directe, mais bon, voilà. Après, je sais pas non plus, le tome 2 c'était pas non plus mauvais, hein. C'était intéressant, c'était bien, on a la conclusion de tout, et puis voilà, mais bon. Mais c'est vrai que j'aimais tellement cet univers, j'aurais tellement aimé un tome 2 dans l'école, j'aimais beaucoup cette école, je sais pas, enfin bon, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, ça a été vraiment une excellente surprise. Et voilà. Mais ouais, ça a été. Franchement, ça avait été vraiment un énorme coup de cœur, quoi, Killing November. Alors, attention, hein, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Bah, faut aimer, déjà, faut aimer le Young Adult, faut aimer la Dark Academia et faut aimer Harry Potter et Game of Thrones, hein, clairement. Mais c'est clairement, vraiment, c'est clairement un mix des deux, hein, voilà, on va pas se mentir. Sauf qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantaisie, machin, mais les codes sont vraiment les mêmes, quoi. Voilà, mais c'est bien qu'ils sortent en poche, en tout cas. Voilà pour ces deux-là. Et enfin, le Der des Der, donc ça sortira sur Pikachu, là. Le Der des Der. On est, voilà, ça finit le 16 novembre, hein, voilà, il n'y a rien après le 16 novembre, désolé. Première moitié de novembre, c'est tout. Sortira Vie à vendre de Yukio Mishima. Alors évidemment, c'est un livre posthume, hein, même le grand format, c'était un livre posthume, puisque Yukio Mishima est décédé dans les années 70. Mais voilà, ils avaient sorti un livre à titre posthume donc chez Gallimard, qui s'appelle Vie à vendre. Et là, ce livre sort en poche. Et j'avoue que j'étais passée à côté, et franchement, il a l'air trop bien. Donc du coup... c'est vrai que celui-là, voilà, donc il y a le manga de tout à l'heure, et le deuxième qui me hype le plus, c'est celui-ci. Donc,
Dans cette histoire, on va suivre, donc c'est Agneau qui tente de se suicider, il rate son suicide. Et en fait, il va décider de mettre sa vie en vente, voilà, d'où le titre, au plus offrant dans un journal de Tokyo. Et donc, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va acheter sa vie et qui va entraîner cet homme. Donc, on nous dit, je vous dis littéralement ce qu'il y a écrit, hein, comme ça au moins, voilà. Dans une course folle au cœur d'un monde de gangsters sanguinaires, d'espions et de contre-espions, de potions hallucinatoires, de femmes vampires et d'explosifs artisanales. Et donc, on nous dit, voilà, les cadavres se multiplient autour de Agneau. Mais lui, il reste toujours vivant. Voilà, en fait, le truc, c'est que lui, il voulait se suicider, il a loupé son suicide, il se dit, je vais vendre ma vie comme ça, voilà, si je meurs, c'est pas grave. Mais il reste toujours vivant alors que tout le monde crève autour de lui. Et du coup, il va se demander comment enrayer cette machine infernale qui tue tout le monde et peut-être découvrir que finalement, la vie a une valeur à ses yeux. Mais est-ce qu'il est prêt à en payer le prix? Alors c'est assez ironique, sachant que l'auteur lui-même s'est suicidé, hein, voilà, je crois que j'en ai assez parlé. Mais justement, ça a d'autant plus d'intérêt, je trouve, quand on connaît la vie et la mort de cet auteur. Ah, tu l'as lu, Ronald? Ah, il est dingue, mais exceptionnel. Ah, mais ça m'étonne pas. Moi, Yukio Mishima, j'adore ce qu'il nous propose. Et franchement, ah putain, ouais, du coup, celui-là, clairement, si je le lis pas... si je le lis pas rapidement, ce sera au pire du pire, ce sera pour Lisons l'Asie de l'année prochaine, quoi. Mais ouais, franchement, Adeline, t'as lu ni Harry Potter ni Game of Thrones. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais Adeline, en plus, Game of Thrones, c'est tellement trop pour toi. Regarde au moins la série. C'est toi qui aimes les trucs trash, tu vas kiffer. Hein. Ouais, il tente de ouf, hein. Ah, franchement, vraiment, il a l'air trop bien. Mais en plus, connaissant l'auteur, ah ouais, j'avoue que celui-ci, ouais, voilà, c'est vrai, je l'avais oublié quand j'ai dit, il n'y a que le manga qui me hype, mais non, il y a celui-ci aussi. Les deux, voilà, c'est les deux vraiment qui me hype dans cette sélection. C'est le Mother machin là. Comment il s'appelle? Mother Parasite. Ah oui, en plus j'adore le. Mother Parasite. Ouais, en fait, quand je relis le titre du manga, on comprend que du coup, c'est le parasite, c'est le petit en fait. C'est un parasite de mer, donc il va parasiter les mers, je pense. Je pense clairement que c'est ça le truc de ce manga là. Le gamin qui il fait peur à sa mère, il a l'air de convoiter une autre mère. Ça, franchement, ça a l'air bien, ça a l'air pas mal machiavélique ça aussi. Donc ouais, bah voilà, les deux qui me tentent le plus, c'est les trucs japonais. Comme c'est étonnant, hein, qui est étonné. Voilà, puis des trucs bien tordus parce que sinon c'est pas drôle. Mais ouais. Ouais, Cindy, j'en ai souvent parlé de la mort de Yukio Mishima. Hein. Il s'est suicidé en se faisant seppuku, harakiri, quoi. Donc, ah oui, c'était un ouf. Lui, il était comment dire, dans le grandiloquent jusqu'au bout, quoi. Il était vraiment dans l'extrême. Voilà. Il fait pas les choses à moitié. T'as l'intégrale de la mère de la fertilité. Ah oui. Non, mais moi, franchement, j'en ai plusieurs de Yukio Mishima. Et vraiment, je compte tous les lire. Hein. Je compte tous les lire. Toi, c'est les deux premiers. Alors, les deux premiers, c'était quoi? De toute façon, je vais couper. Ah oui, donc Butterfly Assassin et le cercueil de Job. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal, les deux, là. Bah, Butterfly Assassin, il me fait un peu peur, je sais pas trop. Le cercueil de Job, il a l'air bien, ouais, sur la guerre de sécession. Bon, allez, je vais couper là pour YouTube déjà. Pour une fois que la vidéo est pas trop longue. Encore que 1h30, ouais, un peu moins d'1h30. Bon, ça fait pas 2 heures au moins, c'est déjà ça.
Sur ce, donc, je dis au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi, comme d'habitude, cette vidéo. Et on se retrouve donc pour les sorties poche. Je suis en train d'inviter. Non, pas pour les sorties poche. Sorties poche. Grand format, je voulais dire. Mais pas pour les sorties grand format. Pour un bilan lecture. Voilà, prochaine vidéo, c'est un bilan lecture que je tournerai mardi. Et donc, il sera, je pense, posté plutôt jeudi. Et ensuite, donc, il y aura lundi prochain, il y aura les sorties grand format que j'aurai tourné dimanche. Voilà, merci YouTube et donc à bientôt. Bien.